Le secret qui était sur le point d'être révélé changerait à jamais la vie au manoir Durand, où les ombres du passé rôdaient entre les couloirs de marbre. Élodie, avec ses yeux verts comme les émeraudes méditerranéennes et ses mains rougies par le travail, n'aurait jamais imaginé que cette chute de l'homme d'affaires millionnaire sur le sol fraîchement poli déclencherait une tempête de vérités enfouies. Quel sombre secret gardait Madame Beaumont parmi les documents de la Fondation? Pourquoi Mathieu Durand, héritier d'un empire immobilier à Lyon, voyait-il quelque chose de spécial chez une simple femme de ménage, alors qu'il pouvait avoir des femmes de son propre niveau social? Entre murmures de trahison et regards chargés de méfiance, deux âmes blessées par la tromperie découvriraient que, parfois, la personne qui nettoie la saleté est celle qui distingue le mieux ce qui vaut vraiment la peine d'être conservée dans cette vie. Le sol de marbre luisait sous les lumières tamisées du grand salon. Agenouillée, des gouttes de sueur perlant sur son front, Élodie frottait énergiquement une tache qui résistait à disparaître. Ses mains, rougies par le détergent, tremblaient légèrement. Non pas à cause de la fatigue des 6 heures consécutives de nettoyage, mais à cause de l'humiliation qu'elle venait de subir. Il semble que mademoiselle la femme de ménage ne comprenne pas les instructions simples. La voix de Madame Beaumont, la gouvernante, résonnait encore dans ses oreilles. « Je t'ai dit qu'aujourd'hui des invités importants viendraient. Ce salon aurait dû être impeccable depuis des heures. Des heures. Tu comprends ce que signifie important? Ou ça aussi je dois te l'expliquer. » Élodie avait baissé la tête, mordant sa lèvre inférieure jusqu'à presque la faire saigner. 6 mois à travailler dans le manoir Durand et elle continuait d'être traitée comme si elle était invisible. Ou pire, comme si elle était une enfant incapable de comprendre des ordres de base. Ce que Madame Beaumont ne savait pas, ou feignait d'ignorer, c'était qu'Élodie avait passé toute la matinée à nettoyer l'éleste sur les ordres du jardinier qui avait assuré que M. Durand avait spécifiquement demandé qu'on la prépare pour recevoir des plantes exotiques. Des ordres contradictoires, comme toujours. Et comme toujours, c'était elle qui en faisait les frais. Le bruit de pas fermes sur le marbre l'alerta. Elle se redressa rapidement, le dos douloureux, et le seau d'eau à ses côtés. Dans le couloir principal avançait un homme grand, impeccablement vêtu d'un costume bleu marine qui contrastait avec sa chemise blanche. Son visage, aux traits marqués et parfaitement rasé, montrait une concentration absolue dans la conversation téléphonique qu'il maintenait. Il ne la regarda même pas. C'était lui, Mathieu Durand, le propriétaire du manoir, l'homme qui avait hérité du plus grand empire immobilier de Lyon et qui, selon les rumeurs parmi le personnel, ne souriait jamais. Élodie fit un pas en arrière, essayant de se rendre invisible, quand elle remarqua quelque chose. Le sol était encore humide et glissant. Elle ouvrit la bouche pour l'avertir, mais sa voix se gela dans sa gorge. Tout se passa au ralenti. Mathieu, complètement inconscient du danger, fit un pas sur la zone fraîchement polie. Son pied droit glissa violemment. Il tenta de garder l'équilibre, mais ce fut inutile. Son corps se précipita vers l'avant tandis que son téléphone s'envolait dans les airs. Il tomba sur ses genoux avec un bruit sec qui résonna dans tout le salon, alors que le téléphone s'écrasait contre une colonne, se brisant en 1000 morceaux. Le silence qui suivit fut absolu, sépulcral. Cher lecteur, cette histoire de tension entre Élodie et le mystérieux Mathieu Durand vous intrigue-t-elle? Si vous aimez suivre cette aventure pleine d'émotions et de secrets, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour découvrir la suite. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville française vous nous lisez. La suite de cette rencontre fatidique vous attend juste en dessous. Élodie resta paralysée, les yeux grands ouverts et le cœur battant si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. C'était fini. Elle serait licenciée à l'instant même. Mathieu leva lentement les yeux. Ses yeux bleus, intenses comme un ciel d'orage, se fixèrent sur elle pour la première fois. Élodie s'attendait à voir de la fureur, de l'indignation ou, dans le meilleur des cas, une froide indifférence. Mais ce qu'elle vit la laissa sans souffle. Il y avait quelque chose de plus dans ce regard, quelque chose de profond, d'indéchiffrable. « Tu es la seule personne dans cette maison qui voit vraiment ce qui est sale », dit-il d'une voix grave, presque dans un murmure. Avant qu'Élodie ne puisse analyser ces énigmatiques paroles, le bruit de pas précipités envahit le salon. Madame Beaumont, suivie de 2 femmes de chambre et du majordome, apparut avec une expression alarmée. « Monsieur Durand, vous allez bien ?» s'exclama la femme, lançant un regard assassin à Élodie. Mathieu se releva avec dignité, refusant la main que lui offrait le majordome. Il épousseta son costume comme si rien ne s'était passé et ramassa les restes de son téléphone. « Je vais parfaitement bien. » Sa voix avait retrouvé le ton froid et distant habituel. « C'était un accident sans importance. Cette fille aurait dû mettre un avertissement indiquant que le sol était mouillé, » commença Madame Beaumont, s'approchant de façon menaçante d'Élodie. « Je n'ai pas besoin qu'on me dise l'évidence, Béatrice, » l'interrompit Mathieu,
sans élever la voix mais avec une autorité qui figea tout le monde sur place. Ce dont j'ai besoin, c'est qu'on prépare le bureau pour la réunion de 5 heures et que quelqu'un m'apporte un nouveau téléphone. Le même modèle. Sans rien ajouter de plus, il continua son chemin, disparaissant dans le corridor. Tous restèrent immobiles jusqu'à ce que l'écho de ses pas s'évanouisse complètement. Madame Beaumont se tourna vers Élodie, les lèvres serrées en une fine ligne. « Termine ici et ensuite va aider à la cuisine. Et pour ton bien, j'espère que tu ne croiseras plus le chemin de Monsieur Durand. » Quand tous furent repartis, Élodie s'agenouilla à nouveau face au sol de marbre. Mais cette fois, tandis que ses mains reprenaient la tâche mécanique de polir la surface, son esprit répétait encore et encore ces étranges paroles. « Tu es la seule personne dans cette maison qui voit vraiment ce qui est sale. » Qu'avait-il voulu dire? Les rayons du soleil filtraient à travers le rideau usé du petit appartement dans la banlieue de Lyon. Élodie observait le plafond, allongée sur son lit, tout en repassant mentalement les événements de la semaine précédente. Elle avait accepté l'offre de Mathieu Durand. Comment refuser? C'était une opportunité qui ne se présenterait jamais plus. Et malgré la peur, l'insécurité, une partie d'elle, cette partie qui avait toujours rêvé d'être plus qu'une simple employée de maison, se sentait électrisée face au défi. Elle se redressa et regarda son reflet dans le miroir ébréché accroché au mur. Ses yeux verts, grands et expressifs, contrastaient avec sa peau claire, maintenant légèrement bronzée par le soleil français. Ses cheveux châtains clairs, qu'elle portait habituellement attachés en tresse pendant le travail, tombaient maintenant en vagues douces sur ses épaules minces. Elle ne s'était jamais considérée comme belle, mais elle savait qu'elle avait quelque chose. Une sorte de lumière intérieure qui captait parfois des regards d'admiration. Ce n'avait pas toujours été ainsi. Il y eut un temps où sa lumière avait failli s'éteindre complètement. Le souvenir de ses jours à Marseille, quand elle avait à peine 20 ans et croyait tout avoir, faisait encore mal. Nicolas, son premier amour, l'homme pour qui elle avait abandonné ses études de design, pour qui elle avait refusé une bourse à Paris. Nicolas qui lui avait promis le monde entier, puis l'avait abandonnée pour la fille d'un entrepreneur local, la laissant sans rien, sans amour, sans argent, sans avenir. « Ne sois pas naïve, Élodie, lui avait-il dit la dernière fois qu'elle l'avait vue. Tu as vraiment cru que quelqu'un comme moi finirait avec quelqu'un comme toi? J'ai besoin d'une femme qui puisse être à ma hauteur, pas d'une rêveuse sans relation ni argent. » Ces mots avaient été un poignard direct dans son cœur, mais aussi une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Les personnes comme elle, issues de familles ouvrières, n'étaient pas destinées à se mêler à ceux qui naissaient dans l'abondance. C'étaient des mondes différents, irréconciliables. C'est pourquoi la proposition de Mathieu Durand l'inquiétait tant. Ce n'était pas seulement la peur d'échouer, c'était la crainte de franchir à nouveau cette ligne invisible qui séparait les classes sociales, de redevenir vulnérable. Le son de son téléphone l'attira de ses pensées. C'était Sophie, sa seule amie au manoir, qui travaillait comme aide cuisinière. « Tout le monde est déjà au courant ?» demanda Élodie sans préambule, à peine eut-elle décroché. Le rire cristallin de Sophie résonna à l'autre bout. « Bien sûr, Madame Beaumont est furieuse, je ne l'ai jamais vue aussi en colère. Elle dit que c'est un manque de respect envers son autorité et qu'il y a sûrement quelque chose de louche derrière tout ça. » Élodie soupira, portant une main à son front. « Je le savais, ce sera insupportable de travailler ainsi. Ne fais pas attention à elle, » répondit Sophie avec énergie. « C'est la jalousie qui parle. Nous savons tous qu'elle profite de sa position depuis des années. Il était temps que quelqu'un la remette à sa place, bien que personne ne s'attendait à ce que ce soit toi, la discrète Élodie. » Il y eut un bref silence. « Ne te vexe pas, » ajouta Sophie rapidement. « Je ne me vexe pas, » sourit Élodie. « Tu as raison, je ne m'y attendais pas non plus. Tu sais, il y a des rumeurs sur Monsieur Durand. » La voix de Sophie baissa de volume, comme si elle craignait d'être entendue. On dit que depuis qu'il est revenu d'Italie, il y a 1 an, il ne fait confiance à personne, pas même à sa famille. Quelque chose s'est passé là-bas, quelque chose qui l'a changé. Élodie se rappela le regard de Mathieu, ses yeux bleus qui semblaient garder des secrets douloureux sous leur froideur. « Nous avons tous des histoires que nous ne voulons pas raconter, Sophie. Oui, mais nous ne sommes pas tous des millionnaires séduisants avec des manoirs et des entreprises dans toute la France, » plaisanta son ami. « Enfin, je venais t'inviter à petit déjeuner. Il y a un nouveau café en centre-ville qui sert des croissants à tomber par terre. » Élodie accepta l'invitation. Elle avait besoin de se distraire avant d'affronter son nouveau rôle au manoir Durand. Pendant qu'elle s'habillait, elle ne put s'empêcher de se demander quel secret cachait Mathieu Durand derrière sa façade d'homme d'affaires accompli. Et plus important encore, pourquoi avait-il décidé de faire confiance précisément à elle? Le salon principal du manoir Durand bourdonnait d'activité. Fleuristes, décorateurs et personnel de traiteur entraient et sortaient sous le regard attentif d'Élodie, qui tenait une tablette où elle cochait chaque détail résolu. 10 jours s'étaient écoulés depuis qu'elle avait accepté la mission, et contre toute attente, les choses se déroulaient étonnamment bien. Après la résistance initiale du personnel à recevoir des ordres de celle qui, jusqu'alors, avait été simplement la fille du ménage, la majorité avait fini par accepter sa nouvelle autorité,
surtout en voyant qu'elle avait le soutien inconditionnel de Mathieu. Seule Madame Beaumont maintenait une guerre froide, sabotant subtilement ses efforts, changeant les horaires sans prévenir, oubliant de transmettre des messages importants, remettant en question chacune de ses décisions devant d'autres employés. « Mademoiselle Martin », la voix grave de Mathieu la fit sursauter. « Pourriez-vous venir dans mon bureau un moment ?» Élodie acquiesça, remettant la tablette à l'un des assistants avant de suivre Mathieu dans le long couloir qui menait à l'aile est du manoir. Elle marchait 2 pas derrière lui, observant son dos large et sa façon de marcher, sûre et déterminée. Ces derniers jours, elle avait découvert de petits détails à son sujet. Comment il fronçait légèrement les sourcils quand quelque chose le préoccupait, comment son regard se perdait au loin pendant les conversations, comme si une partie de son esprit était toujours ailleurs. Le bureau de Mathieu était une pièce spacieuse et lumineuse, avec de grandes fenêtres donnant sur le jardin arrière. Les murs étaient couverts de livres et de tableaux, certains portraits de famille. Sur le bureau en acajou s'empilèrent des dossiers et des documents parfaitement ordonnés. « Asseyez-vous, s'il vous plaît », indiqua-t-il, montrant une chaise face à son bureau. Élodie obéit, lissant nerveusement les plis de sa jupe. Malgré les jours à travailler ensemble, elle se sentait encore intimidée par sa présence. « On m'a dit que tout avance comme prévu », commença Mathieu, s'asseyant également. « Les fournisseurs sont satisfaits et le programme de l'événement est presque finalisé. Vous avez fait un excellent travail. »« Merci, monsieur », répondit-elle, s'autorisant un petit sourire. « Tout le monde a beaucoup collaboré. » Mathieu l'observa en silence pendant quelques secondes, comme s'il l'analysait. « Pas tout le monde, dit-il finalement. Je sais que Béatrice a compliqué votre travail. » Élodie se tendit. Elle ne voulait pas paraître pleurnicharde, ni créer plus de problèmes. « Ce sont de petits malentendus, rien de grave. »« Ne me mentez pas, Élodie, » l'interrompit-il avec douceur. « Je sais ce qui se passe dans ma maison, même si parfois je feins de ne pas le voir. » Leurs yeux se rencontrèrent, et pendant un moment, Élodie crut voir autre chose que de la froideur dans ce regard bleu. Il y avait de la douleur, une douleur ancienne et profonde qui résonnait avec la sienne. « J'essaie simplement de faire mon travail du mieux possible, » murmura-t-elle, détournant le regard. « Je sais. » Mathieu se leva et marcha vers l'une des fenêtres. « Et c'est précisément ce qui m'inquiète. »« Pardon ?» Il se retourna, les mains dans les poches et une expression indéchiffrable. « Il y a des choses que vous ne savez pas sur cet événement. » Élodie, des choses qui pourraient vous compromettre. Un frisson parcourut le dos de la jeune femme. Que voulait-il dire? L'événement n'était-il pas vraiment caritatif? Était-elle utilisée pour quelque chose d'illégal? Comme s'il lisait dans ses pensées, Mathieu secoua la tête. « Ce n'est pas ce que vous pensez, dit-il. La fondation et l'événement sont totalement légitimes, mais j'ai des raisons de croire que quelqu'un dans cette maison a détourné des fonds de la fondation pendant des années, et cet événement est mon opportunité de découvrir qui et comment. » Élodie retint sa respiration. Soudain, tout prenait sens. Les paroles énigmatiques du premier jour, la méfiance que Sophie avait mentionnée, le choix d'elle, une étrangère, quelqu'un sans connexion dans la maison pour organiser l'événement. « Vous soupçonnez Madame Beaumont ?» demanda-t-elle à voix basse. Mathieu la regarda intensément avant de répondre. « Je soupçonne tout le monde, même moi. » Ce n'était pas une question. L'ombre d'un sourire traversa le visage de Mathieu. « Phase moins que quiconque. Mais oui, au début, je me méfiais aussi de vous. Et maintenant, non. » Il s'approcha et, à la surprise d'Élodie, s'assit sur le bord du bureau, se retrouvant beaucoup plus près d'elle. Si près qu'elle pouvait distinguer les paillettes grises dans ses yeux bleus. « Il y a quelque chose en vous, Élodie Martin. Quelque chose qui me dit que je peux vous faire confiance. Je ne sais pas l'expliquer. Et croyez-moi, j'ai essayé de ne pas le faire. La confiance n'est pas quelque chose que j'accorde facilement. » Le cœur d'Élodie battait la chamade. La proximité de Mathieu, ses paroles, l'intensité de son regard, tout cela créait une atmosphère chargée de quelque chose qu'elle n'osait pas nommer. « Qu'attendez-vous exactement de moi ?» parvint-elle à demander d'une voix à peine audible. « Votre aide, » répondit-il simplement. « J'ai besoin que vous soyez mes yeux et mes oreilles, que vous observiez sans être observé, que vous écoutiez sans être entendu, et surtout que vous m'informiez de toutes choses suspectes que vous remarquez, particulièrement en relation avec les finances de l'événement. » Élodie se leva, ayant besoin de mettre de la distance entre eux pour penser clairement. « Je ne suis pas une espionne, monsieur Durand, » dit-elle avec plus de fermeté qu'elle n'en ressentait. « Et je n'aime pas l'idée de surveiller mes collègues. » Mathieu se leva également. « Je ne vous demande pas d'espionner, Élodie. Je vous demande de m'aider à protéger l'argent qui devrait aller à des enfants qui en ont désespérément besoin, pas dans les poches de quelqu'un qui a déjà suffisamment. » Ces paroles touchèrent une corde sensible en elle. Élodie avait grandi dans un quartier modeste de Marseille. Elle avait vu de première main le besoin, la faim, le manque d'opportunités. Si quelqu'un volait de l'argent destiné à aider, pourquoi ne pas vous adresser à la police? Demanda-t-elle, encore hésitant. Sans preuve concrète, ce serait ma parole contre celle du responsable, expliqua Mathieu. Et dans le processus,
La réputation de la fondation serait ternie. J'ai besoin d'être sûre avant de franchir ce pas. Élodie se mordit la lèvre, considérant ses options. Si elle acceptait, elle s'engagerait dans quelque chose de potentiellement dangereux. Si elle refusait, elle tournerait le dos à ce qui semblait être une injustice. D'accord, dit-elle finalement. Je vous aiderai, mais j'ai une condition. Mathieu haussa un sourcil, visiblement surpris par son audace. Et laquelle? Que vous me disiez la vérité. Élodie soutint son regard. Toute la vérité. Pourquoi vous êtes revenu d'Italie si changé? Ce qui vous a fait commencer à soupçonner le détournement de fonds. Qui vous croyez être derrière tout cela? Un silence tendu s'installa entre eux. Pendant un moment, Élodie craignit d'être allée trop loin. Mais alors quelque chose d'inattendu se produisit. Mathieu Durand sourit, un sourire sincère qui transforma complètement son visage, le faisant paraître plus jeune, plus accessible. « Vous avez du cran, Élodie Martin, » dit-il avec ce qui semblait être de l'admiration. « Peu de personnes osent me poser des conditions. Ce n'est pas une question de cran, monsieur Durand, » répondit-elle avec sincérité. « C'est que si je vais prendre des risques, je veux savoir exactement pourquoi je le fais. » Mathieu acquiesça lentement, comme s'il venait de prendre une décision importante. « C'est juste. » concéda-t-il. « Je vous dirai tout ce que vous avez besoin de savoir, mais pas maintenant. Nous devons retourner au salon. » Avant qu'il ne remarque notre absence, il consulta sa montre. « Ce soir, après que tout le monde soit parti, je vous attendrai ici. » Élodie acquiesça, ressentant un mélange de crainte et d'anticipation face à ce qu'elle découvrirait ce soir-là. En sortant du bureau, aucun des deux ne remarqua la silhouette qui s'éloignait silencieusement dans le couloir. Madame Beaumont, le visage crispé par la colère, venait d'entendre suffisamment pour savoir que sa position était en danger, et elle n'avait pas l'intention de permettre qu'une simple femme de ménage ruine tout. La nuit était tombée sur Lyon, enveloppant le manoir Durand dans un manteau d'obscurité, seulement interrompu par les lumières tamisées du jardin. Élodie marchait nerveusement dans les couloirs déserts, se dirigeant vers le bureau de Mathieu. Le reste du personnel s'était retiré depuis des heures, et le silence était presque oppressant. En arrivant devant la lourde porte en bois, elle respira profondément avant de frapper. Une partie d'elle continuait à se demander si elle commettait une erreur, si elle ne s'impliquait pas dans quelque chose qui pourrait la blesser. Mais une autre partie, peut-être la plus forte, aspirait à connaître les secrets de Mathieu Durand. « Entrez !» La voix grave répondit de l'intérieur. Élodie entra, surprise de trouver le bureau uniquement éclairé par une lampe de bureau et la lumière de la lune qui filtrait à travers les grandes fenêtres. Mathieu se tenait debout près de l'une d'elles, tenant un verre de ce qui semblait être du whisky. Sa silhouette découpée contre la nuit lui donnait un air presque spectral. « Vous êtes venu, dit-il, comme s'il avait douté qu'elle le ferait. »« J'ai donné ma parole, » répondit-elle simplement. Mathieu lui offrit un siège, puis lui demanda si elle souhaitait boire quelque chose. Élodie déclina poliment. Elle voulait garder l'esprit clair pour ce qu'elle allait entendre. Il prit place dans le fauteuil face à elle, posant son verre sur une petite table. Pendant quelques secondes, il l'observa simplement en silence, comme s'il réfléchissait par où commencer. « Mon père a fondé Durand Immobilier il y a 40 ans. » Commença-t-il finalement. C'était un homme visionnaire et travailleur, mais il avait un point faible. Il faisait trop confiance aux gens, particulièrement à sa famille. Il fit une pause pour prendre une gorgée de whisky. Quand il est mort, il y a 5 ans, j'étais en Italie, en train d'étendre l'entreprise. Je suis revenu pour les funérailles et pour prendre en charge tout, l'entreprise, la fondation, cette maison. Son regard parcourut la pièce. Au début, tout semblait fonctionner comme toujours. Les chiffres concordaient, les rapports étaient positifs. Les projets avançaient comme prévu. Il se leva, incapable de rester assis, et commença à marcher lentement dans le bureau. Puis peu à peu, j'ai commencé à remarquer de petites incohérences, des dépenses qui n'avaient pas de sens, des paiements en double, des factures pour des services qui n'avaient jamais été rendus. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait de simples erreurs administratives. Mais quand j'ai commencé à enquêter, j'ai découvert quelque chose de plus inquiétant. Quelqu'un détournait systématiquement des fonds de la fondation depuis des années, de petites sommes à chaque fois. Rien qui n'attire immédiatement l'attention, mais qui, additionné, représentait une fortune. Élodie frissonna. La froideur avec laquelle il parlait ne parvenait pas à cacher complètement la rage qui bouillonnait sous la surface. « Avez-vous une idée de qui pourrait être responsable ?» demanda-t-elle à voix basse. Mathieu s'arrêta devant un portrait de famille. On y voyait 3 personnes. Un homme âgé à l'expression sévère mais bienveillante, une femme élégante d'âge moyen et un jeune homme qu'Élodie reconnut comme étant Mathieu, quelques années plus jeune. « Ma tante Hélène. » Il désigna la femme du tableau, la sœur de mon père. Après sa mort, elle a pris en charge la fondation pendant que je m'occupais de l'entreprise. Elle a toujours été comme une seconde mère pour moi. Sa voix se brisa légèrement en prononçant ces derniers mots. « Vous pensez qu'elle... » « Je ne sais pas, » l'interrompit-il, passant une main dans ses cheveux dans un geste de frustration. « Elle a l'accès, le mobile et l'opportunité. Mais son assistante personnelle les a aussi, ainsi qu'une demi-douzaine d'autres personnes au sein de l'organisation. Même ici, dans la maison, quelqu'un pourrait être impliqué. Madame Beaumont, hasarda Élodie. « C'est une possibilité, »
admit Mathieu. Elle gère toutes les affaires de la maison, y compris certaines liées à la fondation. Mais je n'ai de preuves concrètes contre personne. Il se rassit face à Élodie, se penchant en avant. C'est pourquoi j'ai organisé cet événement caritatif. Tous les fonds seront gérés différemment de d'habitude. J'ai créé un nouveau système de contrôle qui devrait me permettre de suivre chaque euro depuis son origine jusqu'à sa destination finale. Si quelqu'un tente de détourner des fonds pendant l'événement, je le saurai. Élodie acquiesça lentement, assimilant toutes ces informations. Et qu'en est-il de l'Italie? Sophie a mentionné que vous aviez changé après votre retour. L'expression de Mathieu se durcit visiblement. Il se leva à nouveau et marcha vers la fenêtre, lui tournant le dos. C'est personnel, dit-il d'une voix tendue, et ça n'a pas de rapport avec cette affaire. Élodie ressentit une pointe de déception. Elle avait espéré une sincérité complète. Je comprends, répondit-elle, se levant également. Dans ce cas, je crois que je devrais me retirer. Demain sera une journée chargée. Elle fit demi-tour, se dirigeant vers la porte, quand la voix de Mathieu l'arrêta. « Claire », dit-il simplement. Élodie se retourna, confuse. « Pardon, ma fiancée », continua-t-il, sans détourner son regard du jardin nocturne. Elle s'appelait Claire. Nous nous sommes rencontrés à Rome, où j'ai ouvert le premier bureau européen de Durand Immobilier. Elle travaillait dans l'art. Elle était commissaire d'exposition. Sa voix semblait lointaine, comme s'il revivait des souvenirs douloureux. Ce fut une romance rapide, intense, le genre d'amour qui vous fait croire aux contes de fées. Un sourire amer se dessina sur ses lèvres. 6 mois après l'avoir rencontrée, je lui ai demandé sa main. Elle a accepté. Nous avons commencé à planifier notre vie ensemble. Il fit une pause, et quand il parla de nouveau, sa voix avait perdu toute chaleur. 1 mois avant le mariage, j'ai découvert qu'elle me trompait, pas seulement avec un autre homme, mais avec la vérité sur elle-même. Elle n'était pas celle qu'elle prétendait être. Elle avait fabriqué toute son histoire, ses références, même son nom de famille. Tout était un mensonge élaboré pour se rapprocher de moi, de mon argent. Élodie retint sa respiration, ressentant la douleur qui émanait de chaque mot. « Je suis vraiment désolée », murmura-t-elle. Mathieu se tourna vers elle, avec une expression qui mêlait vulnérabilité et dureté. « La confiance, Élodie, est un luxe que je ne peux plus me permettre. C'est pourquoi je vous dis tout cela, pour que vous compreniez pourquoi je vous demande de l'aide, mais aussi pourquoi je ne peux pas vous faire pleinement confiance, ni à personne. » Il fit quelques pas vers elle, réduisant la distance entre eux. « Aidez-moi à découvrir qui vole la fondation. Ensuite, chacun suivra son chemin. Sans complication, sans... » Son regard parcourut le visage d'Élodie, s'attardant brièvement sur ses lèvres, sans confusion. Élodie sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. La proximité de Mathieu, l'intimité de la situation, la vulnérabilité qu'il venait de montrer. Tout créait une atmosphère chargée d'émotions contradictoires. « Je vous aiderai », répondit-elle finalement d'une voix plus ferme qu'elle ne l'espérait. « Mais pas parce que vous me le demandez, mais parce que c'est la bonne chose à faire. » Une étincelle d'admiration, peut-être même de respect, brilla dans les yeux de Mathieu. « Merci », dit-il simplement. « Cette histoire vous captive-t-elle? Si les secrets de Mathieu et le courage d'Élodie vous intriguent, laissez un commentaire avec le nom de votre ville et abonnez-vous pour découvrir si notre héroïne saura démêler ce mystère. La suite de cette aventure vous réserve encore bien des surprises. Quand Élodie quitta le bureau quelques minutes plus tard, elle avait le sentiment d'avoir franchi une ligne invisible. Elle n'était plus simplement l'employée suivant les ordres de son patron. Ils étaient maintenant, quoi, complices, alliés? Elle n'avait pas de nom pour cette nouvelle relation, mais elle savait que quelque chose de fondamental avait changé entre eux. Et tandis qu'elle parcourait les couloirs silencieux du manoir, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si ce changement lui apporterait autre chose que des problèmes. Le matin de l'événement se leva clair et radieux, comme si le ciel lui-même voulait contribuer au succès du gala de bienfaisance. Dès la première heure, le manoir Durand devint une ruche d'activités. Fleuristes apportant les dernières touches au centre de table, serveurs répétant le protocole de service, musiciens accordant leurs instruments. Élodie supervisait tout avec un mélange de nervosité et de détermination. Elle portait un tailleur gris simple que Sophie lui avait prêté et avait attaché ses cheveux en un chignon bas. Elle voulait avoir l'air professionnel, être à la hauteur de la responsabilité que Mathieu lui avait confiée. « Élodie !» La voix de Sophie l'atteignit alors qu'elle vérifiait la disposition des tables dans le jardin. « Tu as vu ? Elle est arrivée. »« Qui ?» demanda-t-elle, distraite tout en marquant quelque chose sur sa tablette. « Lex !» Sophie baissa la voix, se rapprochant. « Elle vient d'arriver dans une Porsche décapotable. Elle est dans le hall en train de parler avec Monsieur Durand, et elle est magnifique. » Élodie eut l'impression qu'on lui avait jeté un seau d'eau froide. « Lex ?» Parlait-elle de Claire? La femme qui avait brisé le cœur de Mathieu était ici, au manoir? Ce doit être une invitée, répondit-elle, essayant de garder son sang-froid. De nombreux entrepreneurs importants viendront aujourd'hui. Ce n'est pas une simple invitée, insista Sophie,
les yeux brillants d'excitation pour le commérage. « J'ai entendu Madame Beaumont dire qu'elle resterait tout le week-end. Il semble qu'ils aient renoué. » Le cœur d'Élodie fit un bond inattendu. Pourquoi cette nouvelle l'affectait-elle autant? La vie personnelle de Mathieu ne devrait pas lui importer. Il était son patron, rien de plus. Et pourtant, « Je dois continuer à travailler, Sophie, » coupa-t-elle brusquement. « L'événement commence dans 6 heures et il y a encore beaucoup à faire. » Elle s'éloigna rapidement, ignorant l'expression surprise de son amie. Elle devait se concentrer sur ses tâches, ne pas se laisser distraire par quoi exactement? De la jalousie? L'idée était si absurde qu'elle faillit en rire. Elle ne pouvait pas être jalouse de quelqu'un qu'elle ne connaissait même pas, pour un homme qui lui adressait à peine la parole jusqu'à il y a 2 semaines. Et pourtant, tout en marchant vers l'intérieur du manoir, elle ne put s'empêcher de se demander à quoi elle ressemblait. Grande? Blonde? Sophistiquée? Le genre de femme qui s'intégrerait parfaitement dans le monde de Mathieu Durand, un monde auquel Élodie Martin n'appartiendrait jamais? Sa réponse arriva plus tôt que prévu. En entrant dans le salon principal, elle les vit. Mathieu, impeccable dans un costume noir, conversait avec une femme époustouflante. Grande, aux cheveux noirs brillants qui tombaient en vagues parfaites sur ses épaules, elle portait une élégante robe rouge qui accentuait chaque courbe de son corps. Mais le plus frappant était son attitude, l'assurance avec laquelle elle touchait le bras de Mathieu, la familiarité avec laquelle elle se penchait pour lui murmurer quelque chose à l'oreille. Élodie essaya de passer inaperçue, de contourner le salon sans être remarquée, mais ce fut inutile. « Élodie !» l'appela Mathieu, lui faisant signe d'approcher. Le cœur battant à toute vitesse, Élodie marcha vers eux, consciente de son apparence simple à côté de cette femme éblouissante. « Je voudrais te présenter Juliette Vidal », dit Mathieu quand elle les rejoignit. « Juliette, voici Élodie Martin qui a organisé tout l'événement d'aujourd'hui. » La femme la regarda de haut en bas avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Alors c'est toi, la fameuse Élodie », dit-elle avec un accent qui trahissait son origine italienne. « Matt m'a beaucoup parlé de toi. » Depuis quand Mathieu Durand permettait-il qu'on l'appelle ainsi? Enchantée, mademoiselle Vidal, répondit Élodie avec toute la courtoisie qu'elle put rassembler. J'espère que vous apprécierez le gala. Oh, j'en suis sûre. Juliette glissa son bras autour de celui de Mathieu dans un geste possessif. Matt a toujours su organiser les meilleurs événements, même quand nous étions à Rome. C'était donc elle. Pas Claire, mais Juliette, la femme qui avait brisé le cœur de Mathieu, qui l'avait trompé et trahi. Et maintenant, elle était là, accrochée à son bras comme si rien ne s'était passé. « Si vous voulez bien m'excuser, » dit Élodie, gardant son sang-froid, « je dois vérifier quelques détails avant l'arrivée des invités. » Sans attendre de réponse, elle s'éloigna rapidement, ressentant une oppression dans la poitrine qu'elle ne parvenait pas à comprendre. Pourquoi Mathieu avait-il permis à cette femme de revenir? Avait-il menti sur tout ce qu'il lui avait raconté? Ou était-il si faible qu'il était retombé dans ses filets? Et plus important encore, pourquoi cela lui importait-il autant? Le gala de bienfaisance battait son plein. Sous les étoiles de Lyon, l'élite entrepreneuriale française dansait, riait et surtout donnait généreusement à la cause. Les lumières, stratégiquement placées dans le jardin, créaient une atmosphère magique, tandis que la musique de l'orchestre de chambre flottait dans l'air nocturne. Élodie se déplaçait discrètement parmi les invités, s'assurant que tout fonctionnait à la perfection. Jusqu'à présent, elle n'avait rien remarqué de suspect concernant la gestion des fonds, mais elle n'avait pas non plus eu l'occasion de s'approcher de la table où les dons étaient enregistrés. Au loin, elle aperçut Mathieu, conversant avec un groupe d'entrepreneurs. À ses côtés, comme une extension naturelle de son corps, se tenait Juliette, éblouissante et parfaitement à l'aise parmi la haute société. Chaque fois qu'elle riait, elle touchait légèrement le bras de Mathieu, un geste intime qui ne passait inaperçu pour personne, et encore moins pour Élodie. Ils forment un couple parfait. Tu ne trouves pas? La voix moqueuse de Madame Beaumont la fit sursauter. Comme 2 gouttes d'eau. Même monde, même valeur, même classe. Élodie garda un visage impassible, bien qu'elle sentît la piqûre de ses paroles. Mademoiselle Vidal semble apprécier l'événement, répondit-elle avec neutralité professionnelle. Madame Beaumont laissa échapper un petit rire malicieux. Oh, je suis sûre qu'elle apprécie bien plus que l'événement, ma chère. Juliette et Monsieur Durand ont une histoire. Une histoire qui, apparemment, ils sont prêts à reprendre. Elle s'approcha un peu plus, baissant la voix en un murmure confidentiel. Un conseil, petite, ne te fais pas d'illusions. Les hommes comme Mathieu Durand peuvent jouer un moment avec des petites femmes comme toi, mais à la fin, ils reviennent toujours à leur monde, à des femmes de leur catégorie. Sans attendre de réponse, Madame Beaumont s'éloigna avec un sourire satisfait, laissant Élodie avec un goût amer dans la bouche. Le pire était que, au fond, elle savait que cette femme avait raison. N'avait-elle pas déjà appris cela avec Nicolas? Les mondes ne se mélangent pas. L'eau et l'huile finissent toujours par se séparer, peu importe à quel point on les agite ensemble. Tu as l'air prête à assassiner quelqu'un du regard. La voix de Sophie l'arracha à ses pensées. Laisse-moi deviner. Ça a quelque chose à voir avec une certaine Italienne en robe rouge? Élodie soupira, forçant un sourire. Ne dis pas de bêtises.
Je suis juste fatigué. Ça a été une longue journée. Sophie la regarda avec scepticisme. Tu ne me trompes pas, ami. Je te connais assez pour savoir quand quelque chose ou quelqu'un t'affecte. Avant qu'Élodie ne puisse répondre, elle remarqua quelque chose du coin de l'œil. Madame Beaumont se dirigeait précipitamment vers la maison, regardant nerveusement autour d'elle, comme si elle craignait d'être observée. C'était la 3e fois de la soirée qu'elle la voyait faire cela. « Je dois y aller », dit-elle rapidement à Sophie. « Il y a quelque chose que je dois vérifier. » Sans plus d'explication, Élodie suivit discrètement la gouvernante. Maintenant une distance prudente. Elle la vit entrer dans le manoir et, après avoir attendu quelques secondes, y entra également. Le contraste entre l'animation de la fête et le silence à l'intérieur de la maison était frappant. Élodie avança silencieusement dans le couloir principal, tendant l'oreille. Un léger bruit provenant de l'aile ouest, où se trouvaient les bureaux administratifs, attira son attention. Elle s'approcha avec précaution, s'arrêtant devant la porte entr'ouverte de ce qu'elle savait être le bureau de comptabilité. De sa position, elle pouvait voir partiellement l'intérieur. Madame Beaumont était penchée sur un ordinateur, tapant rapidement. À ses côtés, à la surprise d'Élodie, se trouvait l'un des assistants de la fondation, un jeune homme mince qui semblait toujours nerveux. « Dépêche-toi », chuchota Madame Beaumont avec urgence. « Nous n'avons pas beaucoup de temps avant qu'il ne remarque notre absence. C'est trop risqué », répondit le jeune homme sans cesser de taper. « Durand a changé tout le système. Je ne peux pas y accéder comme avant. Trouve un moyen. » La voix de la femme était menaçante. « Tu sais ce qui se passera si Durand découvre ce que nous avons fait toutes ces années. » Élodie retint son souffle. L'avait-elle trouvé? Était-ce Madame Beaumont qui avait volé les fonds de la fondation? Elle avait besoin de plus de preuves, quelque chose de concret à apporter à Mathieu. Elle se pencha légèrement, essayant de mieux voir l'écran de l'ordinateur, mais son mouvement fit craquer le plancher en bois. Les deux silhouettes se tournèrent brusquement vers la porte. « Qui est là ?» La voix de Madame Beaumont résonna dans le couloir silencieux. Élodie fit un pas en arrière, cherchant désespérément un endroit où se cacher, mais il était trop tard. La porte s'ouvrit d'un coup, révélant une Madame Beaumont furieuse. « Toi » cracha-t-elle le mot comme du venin. « J'aurais dû me douter que ce serait la petite espionne de Durand. » Élodie resta calme, malgré la peur qu'elle ressentait. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, Madame Beaumont. Je cherchais simplement des documents dont j'ai besoin pour l'enregistrement des dons. » La gouvernante éclata d'un rire sans humour. « Épargne-moi tes mensonges, petite. Je sais parfaitement ce que Durand et toi mijotez. Depuis que tu es apparue, tu n'as fait que te mêler de ce qui ne te regarde pas. » Elle fit un pas menaçant vers Élodie, qui recula instinctivement. « Qu'allais-tu faire? Courir raconter à ton cher patron que tu m'as découverte ?» Son visage se tordit en une grimace de mépris. « Tu crois qu'il t'en serait reconnaissant? Qu'il te verrait comme autre chose qu'une simple servante qu'il peut utiliser puis jeter ?» Chaque mot frappait Élodie comme un coup de fouet, touchant ses insécurités les plus profondes. Mais elle resta ferme. « Ce que vous faites, c'est voler, Béatrice, dit-elle d'une voix claire. Voler de l'argent destiné à des enfants qui en ont besoin. » Pendant un moment, quelque chose ressemblant à de la honte traversa le visage de la femme, mais fut rapidement remplacé par la colère. « Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles, » siffla-t-elle. « Je suis dans cette maison depuis 30 ans, à prendre soin de la famille Durand, à tout sacrifier pour eux. Et qu'ai-je reçu en retour? Des miettes. Pendant qu'il nage dans l'argent, on me paie une misère. » Ses yeux brillaient de ressentiment accumulé pendant des décennies. « Je ne vole pas, je prends ce qui me revient. » Élodie secoua la tête. « Cet argent ne vous revient pas. Il est pour la fondation, pour aider ceux qui en ont vraiment besoin. » Madame Beaumont fit un autre pas vers elle, menaçante. « Et qui es-tu pour me juger? Une moins que rien qui est apparue de nulle part, se mêlant d'affaires qui ne la concernent pas. Tu sais ce qui arrive aux personnes comme toi? Elles disparaissent, retournent dans le trou d'où elles sont sorties. » La peur initiale d'Élodie cédait maintenant place à l'indignation. « Je ne vais pas vous laisser continuer à voler, » déclara-t-elle fermement. « Mathieu saura tout. » La mention du nom de Mathieu sembla mettre Madame Beaumont encore plus en colère. « Mathieu, Mathieu !» se moqua-t-elle. « Tu crois que tu lui importes? En ce moment, il est trop occupé à reconquérir sa précieuse Juliette pour se soucier de toi. » Élodie sentit une pointe de douleur à la mention de Juliette, mais ne se laissa pas distraire. « Cela n'a rien à voir avec lui ou moi, » répondit-elle. « Il s'agit de faire ce qui est juste. » Madame Beaumont la regarda avec un mélange de mépris et de quelque chose ressemblant à de la pitié. « Comme tu es naïve, tout comme ta mère. » La mention de sa mère tomba comme une bombe sur Élodie. « Quoi ?» murmura-t-elle, confuse. « Vous connaissiez ma mère ?» Un sourire cruel se dessina sur les lèvres de la gouvernante. « Bien sûr que je la connaissais. Marie Martin. Elle a travaillé ici il y a 15 ans, comme cuisinière, avant d'être renvoyée pour avoir volé des bijoux à la mère de Mathieu. » Le monde d'Élodie sembla s'arrêter. Sa mère avait travaillé ici? C'était impossible. Elle ne l'avait jamais mentionné. Et l'accusation de vol? Sa mère, la femme la plus honnête qu'elle avait connue. « Vous mentez, » parvint-elle à articuler, la voix tremblante. « Demande à qui tu veux, » répondit Madame Beaumont avec satisfaction. « Tous ceux qui travaillaient ici à l'époque s'en souviennent. C'était un scandale.
Ta mère a tout nié, bien sûr, mais les preuves étaient irréfutables. Elle s'approcha davantage, sa voix maintenant un murmure venimeux. « Et maintenant je comprends pourquoi tu me semblais si familière. Tu as ces mêmes yeux. Ces yeux verts qui regardaient un peu tout le monde comme s'ils étaient meilleurs qu'eux, malgré le fait d'être une simple servante. Exactement comme toi. » Élodie sentit qu'elle manquait d'air. Était-ce possible? Sa mère avait-elle travaillé dans cette même maison? Avait-elle été accusée de vol? Si c'était vrai, cela expliquerait tant de choses. Pourquoi elle ne leur avait jamais parlé de Lyon, malgré y avoir vécu? Pourquoi elle semblait toujours triste quand ils mentionnaient la ville? Pourquoi ils avaient déménagé si soudainement à Marseille quand elle était petite? Avant qu'elle ne puisse complètement assimiler cette révélation, une voix masculine interrompit ce moment tendu. « Que se passe-t-il ici ?» Élodie et Madame Beaumont se tournèrent simultanément. Sur le seuil du couloir, avec une expression sévère, se tenait Mathieu Durand. Le silence dans le bureau de Mathieu était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Assise face à son bureau, Élodie gardait les yeux fixés sur ses mains entrelacées, incapable d'affronter les yeux bleus qu'elle savait l'observer intensément. Après la découverte dans le bureau de comptabilité, Mathieu avait discrètement ordonné à son chef de sécurité de surveiller Madame Beaumont et le jeune assistant. Puis, d'un geste sec, il avait indiqué à Élodie de le suivre dans son bureau. Durant le bref trajet, aucun n'avait prononcé un mot. Maintenant, cela faisait 5 minutes qu'ils étaient dans un silence complet, un silence qui pesait de plus en plus sur les épaules d'Élodie. Finalement, ce fut elle qui parla en premier. « Est-ce vrai ?» demanda-t-elle à voix basse. « Ma mère a travaillé ici ?» Mathieu soupira lourdement, s'adossant dans son fauteuil. « Oui », répondit-il d'un ton neutre. « Marie Martin a été la cuisinière principale de cette maison pendant presque 3 ans. » Élodie ferma les yeux un moment, assimilant la confirmation. « Et on l'a accusée de vol ?» ?»« Elle a été accusée, oui. » Mathieu choisit soigneusement ses mots. « Un collier de saphir très précieux a disparu de la boîte à bijoux de ma mère. Il a été retrouvé parmi les affaires de ta mère lors d'une vérification de routine. » Élodie secoua véhémentement la tête. « Ma mère n'aurait jamais rien volé, » défendit-elle avec passion. « C'était la personne la plus honnête que j'ai connue. » Mathieu l'observa avec une expression indéchiffrable. « Je ne dis pas qu'elle l'a fait, dit-il finalement. Je te raconte simplement les faits tels qu'ils se sont déroulés. Le collier a été trouvé dans ses affaires. Elle a été licenciée. J'étais à l'université à l'époque, je l'ai à peine su. » Il se leva et marcha vers la fenêtre, lui tournant le dos. « Ce que je ne comprends pas, continua-t-il, c'est pourquoi tu n'as jamais mentionné que tu étais la fille de Marie Martin. » Élodie se redressa, sentant qu'on l'accusait injustement. « Parce que je ne le savais pas, » répondit-elle fermement. « Ma mère n'a jamais parlé d'avoir travaillé ici. J'ai grandi en croyant que nous avions toujours vécu à Marseille. » Elle se leva aussi, incapable de rester assise plus longtemps. « Quand j'ai postulé à ce travail, je l'ai fait parce que j'avais besoin d'argent, pas parce que j'avais un agenda caché. Je ne savais même pas que c'était le manoir Durand, jusqu'au jour de l'entretien. » Mathieu se retourna, étudiant son visage comme s'il cherchait des signes de mensonge. « Tu attends de moi que je croie que c'est une pure coïncidence ?» demanda-t-il avec scepticisme. « Que la fille d'une femme accusée de vol dans cette maison apparaisse 15 ans plus tard pour travailler au même endroit ?» Élodie sentit la colère monter en elle. Après tout ce qu'elle avait fait, après s'être risquée pour l'aider, c'était ainsi qu'il la remerciait, avec méfiance et accusation. « Peu m'importe ce que vous croyez, monsieur Durand, » répondit-elle froidement. « Je connais la vérité. Et la vérité, c'est que je suis venu ici cherchant un travail, pas une vengeance ou quoi que ce soit que vous insinuez. » Ses yeux verts brillaient d'indignation contenue. « Mais maintenant je comprends beaucoup de choses. Pourquoi vous m'avez choisi pour organiser l'événement? Pourquoi vous m'avez demandé de surveiller Madame Beaumont? Ce n'était pas parce que vous me faisiez confiance ou voyiez quelque chose de spécial dans mon travail. » Sa voix se brisa légèrement. « C'était parce que vous me soupçonniez depuis le début. » Mathieu fit un pas vers elle. « Élodie, Non, l'interrompit-elle. « Je n'ai pas besoin de vos explications. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Madame Beaumont est celle qui volait la fondation. Mon travail ici est terminé. » Elle commença à marcher vers la porte, mais la voix de Mathieu l'arrêta. « Attends !» Il y avait une note de supplication dans sa voix qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « S'il te plaît. » Élodie s'arrêta mais ne se retourna pas. « Tu as raison. » continua-t-il. « Au début, quand j'ai découvert qui tu étais, j'ai eu mes soupçons. Mais cela a changé. Je t'ai observé travailler, j'ai vu ton dévouement, ton honnêteté. J'ai commencé à me demander si ta mère avait vraiment été coupable. » Cela fit se retourner Élodie, les yeux grands ouverts. « Que voulez-vous dire ?» Mathieu passa une main dans ses cheveux, dans un geste qu'elle reconnaissait déjà comme un signe de frustration ou de nervosité. « L'histoire ne m'a jamais semblé tout à fait cohérente. Ta mère n'avait pas d'antécédents. Elle était aimée de tous dans la maison. Il n'y avait jamais eu de plainte à son sujet. Et puis, soudain, elle aurait volé un collier précieux et l'aurait caché parmi ses affaires, où n'importe qui pouvait le trouver. Ça n'a pas de sens. » Il s'approcha davantage d'Élodie, son regard intensément fixé sur elle. « Après t'avoir connue,
Ses doutes se sont intensifiés. Si tu es la fille d'une voleuse, tu es la voleuse la plus honnête que j'ai jamais rencontrée. Un sourire fugace traversa son visage. Même quand je t'ai offert de l'argent supplémentaire pour l'événement, ta première préoccupation n'était pas combien, mais si tu pourrais bien faire le travail. Élodie sentait son cœur battre de plus en plus vite. Les paroles de Mathieu ouvrait une possibilité qu'elle n'avait jamais envisagée, que sa mère ait été injustement accusée. « Si vous avez raison, dit-elle lentement. Si ma mère n'a pas volé ce collier, qui l'a fait ?» Mathieu la regarda d'un air significatif. Qui bénéficierait le plus de la disparition d'une cuisinière qui commençait à gagner la confiance de la famille? La réponse tomba sur Élodie comme la foudre. « Madame Beaumont, murmura-t-elle. Il acquiesça. Ce n'est qu'une théorie, mais elle tient debout. Béatrice a toujours été extrêmement territoriale concernant sa position dans cette maison. Quiconque menaçait cette position serait éliminé, compléta Élodie, se rappelant la menace que Madame Beaumont lui avait lancée ce soir-là. Un nouveau silence s'installa entre eux, mais celui-ci était différent, chargé de possibilités et d'une connexion plus profonde qu'auparavant. « Je regrette d'avoir douté de toi, » dit finalement Mathieu, avec une sincérité qui la surprit, et je regrette encore plus ce que ta mère a dû souffrir. Élodie acquiesça, acceptant ses excuses, mais son esprit était déjà ailleurs. « J'ai besoin de connaître la vérité, » déclara-t-elle avec détermination. « Si ma mère a été injustement accusée, je veux laver son nom. » L'expression de Mathieu devint sérieuse. Cela pourrait être dangereux. Béatrice n'est pas quelqu'un qui accepte facilement d'être démasqué. Peu m'importe, répondit Élodie avec fermeté. « Je dois cela à ma mère, et je me le dois à moi-même. » Mathieu l'observa longuement, et alors quelque chose changea dans son regard. La glace habituelle de ses yeux fondit, révélant une chaleur qu'Élodie n'avait jamais vue auparavant. « Je t'aiderai, » dit-il simplement. Pendant un moment, le monde sembla s'arrêter. Ils étaient si proches qu'Élodie pouvait distinguer les paillettes grises dans le bleu de ses yeux, sentir son parfum mêlé à l'arôme boisé du bureau. Un coup à la porte brisa le charme. « Mathieu ?» La voix de Juliette résonna de l'autre côté. « Tu es là? Les invités demandent après toi. » Élodie fit automatiquement un pas en arrière, comme si le son de cette voix lui avait rappelé sa place. La réalité s'imposait à nouveau. Il était Mathieu Durand, elle une simple employée de maison. Il avait Juliette, elle n'avait rien. « Tu devrais retourner à la fête, » dit-elle, reprenant son ton professionnel. « Je m'occuperai de surveiller Madame Beaumont pour le reste de la soirée. » Mathieu sembla vouloir dire quelque chose de plus, mais finalement il acquiesça. « Nous parlerons demain, » promit-il avant de se diriger vers la porte. Élodie le regarda partir, ressentant un mélange d'émotions contradictoires. Elle voulait le détester pour avoir douté d'elle, pour l'avoir utilisé, mais en même temps, elle comprenait ses raisons. Et plus importante encore, il avait admis son erreur et s'était offert à l'aider. Pouvait-elle lui faire confiance? Probablement pas. Mais à ce moment-là, alors qu'elle retournait à la fête pour continuer son travail, elle sut qu'elle n'avait pas d'autre choix. Si elle voulait laver le nom de sa mère, elle aurait besoin de son aide. Et à cela, cette aventure vous captive-t-elle? Si vous êtes impatient de découvrir comment Élodie et Mathieu vont démasquer la vérité, laissez un commentaire avec votre ville et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette histoire pleine de rebondissements. Les jours qui suivirent, le gala furent un tourbillon d'activités. Tandis que le manoir revenait lentement à la normale, Élodie et Mathieu commencèrent leur enquête secrète. Madame Beaumont avait été temporairement écartée de ses fonctions, sous prétexte d'un repos mérité, mais en réalité, elle était sous surveillance discrète. Un mercredi pluvieux, en début d'après-midi, Élodie se trouvait dans le grenier du manoir, examinant de vieilles boîtes de documents. Mathieu lui avait donné accès aux archives du personnel, espérant trouver quelque indice sur ce qui était arrivé à sa mère 15 ans auparavant. La poussière et l'humidité rendaient l'air difficile à respirer, mais Élodie n'avait pas l'intention d'abandonner. Elle passait des heures à examiner des contrats, des rapports et d'anciennes photographies. « Tu as trouvé quelque chose ?» La voix de Mathieu la fit sursauter. Elle ne l'avait pas entendu monter. Il portait un jean et un pull bleu marine qui adoucissaient son apparence formelle habituelle. Avec ses cheveux légèrement ébouriffés et sans cravate, il paraissait plus jeune, plus accessible. « Pas encore, » répondit-elle, écartant une mèche de cheveux de son visage. « Mais il y a encore beaucoup de boîtes à examiner. » Mathieu s'approcha, s'asseyant sur le sol près d'elle. Ce geste la surprit. Il était difficile d'imaginer le puissant Mathieu Durand, assis sur le sol poussiéreux d'un grenier. « Laisse-moi t'aider, » dit-il, prenant l'un des dossiers. 4 yeux voient mieux que 2. Ils travaillèrent en silence pendant un moment. Le seul bruit était celui des pages qu'on tourne et de la pluie frappant le toit. Élodie ne pouvait s'empêcher d'être consciente de sa proximité, de la chaleur qui émanait de son corps à quelques centimètres à peine du sien. « Puis-je te demander quelque chose de personnel ?» dit-il soudainement, sans quitter des yeux les documents. « Ça dépend de la question, » répondit-elle avec prudence. Mathieu sourit légèrement. « Juste, » murmura-t-il. « Je voulais te demander à propos de ta mère. Comment était-elle » La question prit Élodie par surprise. Personne ne lui avait demandé des nouvelles de sa mère depuis longtemps. « Elle était incroyable, » commença-t-elle, la voix douce à cause des souvenirs. Forte, mais avec une douceur qui te faisait toujours sentir protégée. Elle cuisinait comme un ange. Surtout,
les bouillabaisse. Elle disait que chaque bouillabaisse racontait une histoire différente. Un sourire nostalgique se dessina sur ses lèvres. Elle nous élevait seuls, mon frère et moi. Mon père nous a abandonnés quand j'avais 3 ans, mais elle n'a jamais permis que nous manquions de rien. Elle travaillait dans 2 restaurants et trouvait encore le temps de nous aider pour nos devoirs, de nous raconter des histoires avant de dormir. Elle fit une pause, sentant le nœud qui se formait toujours dans sa gorge quand elle parlait de sa mère. Quand elle est tombée malade du cancer, elle continuait à s'inquiéter plus pour nous que pour elle-même. Même dans ces derniers jours, elle planifiait notre avenir, s'assurant que nous irions bien. La main de Mathieu couvrit la sienne dans un geste de réconfort qui la surprit. « Elle semble avoir été une femme extraordinaire », dit-il avec sincérité. « Je comprends maintenant pourquoi tu es si certaine de son innocence. » Élodie acquiesça, reconnaissante pour sa compréhension. « C'est pourquoi j'ai besoin de connaître la vérité. » affirma-t-elle, pas seulement pour sa mémoire, mais pour mon frère, qui croit encore que notre mère a été licenciée d'un restaurant pour cause de réduction de personnel. Il n'a jamais su rien du prétendu vol. Mathieu serra légèrement sa main avant de revenir au document. Ce simple contact envoya un courant électrique dans le bras d'Élodie, qui tenta de se concentrer à nouveau sur la tâche. Une autre heure passa, avant qu'un cri étouffé de Mathieu l'alerte. « Regarde ça !» s'exclama-t-il, lui tendant un dossier usé. C'était un rapport de sécurité daté d'1 semaine avant l'incident du collier. Le chef de la sécurité de l'époque y signalait des mouvements suspects dans les comptes de la Fondation, spécifiquement dans les fonds destinés à un orphelinat à Montpellier. Le rapport mentionnait Madame Beaumont comme responsable de ces transferts et recommandait une enquête plus approfondie. « Ma mère cuisinait pour le gala annuel de la Fondation cette semaine-là », murmura Élodie, les pièces s'assemblant dans son esprit. Elle a dû voir ou entendre quelque chose en rapport avec ce rapport. Et cela a fait d'elle un danger pour Béatrice, compléta Mathieu, le visage sombre. L'accusation de vol était une distraction parfaite. Tout le monde s'est concentré sur le scandale et a oublié l'enquête sur les fonds détournés. Ils continuèrent à examiner des documents avec une énergie renouvelée. Finalement, dans une boîte presque oubliée, ils trouvèrent quelque chose qui leur coupa le souffle. Un petit carnet de notes appartenant à Marie Martin. Elle y avait noté, de sa calligraphie soignée, des montants, des dates et des noms. Ils correspondaient parfaitement aux transferts mentionnés dans le rapport. « Ma mère rassemblait des preuves », chuchota Élodie, les larmes s'accumulant dans ses yeux. Elle savait ce qui se passait et prévoyait de le dénoncer. Mathieu acquiesça lentement, l'indignation visible sur son visage. « Et Béatrice l'a découverte », conclut-il. « Elle a placé le collier et s'est assurée qu'il soit trouvé. Une cuisinière accusée de vol contre la parole de la respectée gouvernante qui travaillait pour la famille depuis des décennies. Il n'y avait pas de compétition. » Élodie ferma les yeux, imaginant ce que sa mère avait dû ressentir. L'humiliation, l'impuissance, l'injustice. Mais elle ressentit aussi une immense fierté. Marie Martin avait été courageuse, intègre, prête à affronter quelqu'un de puissant pour faire ce qui était juste. Sans prévenir, les larmes commencèrent à couler sur ses joues. 15 ans sans savoir, à se demander pourquoi sa mère ne parlait jamais de Lyon, pourquoi elle la trouvait parfois en train de pleurer sans raison apparente. Maintenant, tout prenait sens. Elle sentit les bras de Mathieu l'entourer, l'attirant contre sa poitrine. C'était la première fois qu'il la touchait ainsi, qu'il franchissait la barrière invisible qui avait toujours existé entre eux. Elle aurait dû s'écarter, maintenir la distance professionnelle, mais elle ne put pas. Elle se laissa étreindre, trouvant du réconfort dans sa chaleur, dans l'arôme de son parfum mêlé à l'odeur des vieux livres. « Nous allons laver le nom de ta mère », murmura-t-il contre ses cheveux. « Je te le promets. » Quand ils se séparèrent finalement, quelque chose avait changé entre eux. Le regard de Mathieu n'était plus froid ou distant. Il y avait de la chaleur, de la compréhension et quelque chose d'autre qu'Élodie n'osait pas nommer. « Merci », dit-elle simplement, essuyant ses larmes. « De me croire, de m'aider. » Il acquiesça et pendant un moment, il sembla qu'il allait dire quelque chose de plus. Quelque chose d'important. Mais ils furent interrompus par le bruit de talons montant l'escalier du grenier. « Matt, tu es là-haut » La voix de Juliette résonna dans l'espace fermé. L'atmosphère intime s'évapora instantanément. Élodie s'écarta, revenant à sa position initiale, tandis que Mathieu se levait. Juliette apparut à l'entrée, impeccable comme toujours dans une robe blanche qui contrastait avec ses cheveux noirs. Son expression changea en voyant Élodie assise sur le sol entourée de documents. « Oh, je ne savais pas que tu étais occupée, dit-elle, d'un ton qui rendait claire sa désapprobation. « Nous examinons quelques anciens documents, expliqua Mathieu avec naturel. « Tu me cherchais pour quelque chose ?» Juliette avança de quelques pas, regardant avec dédain les boîtes poussiéreuses. « Je voulais juste te rappeler que nous avons une réservation pour dîner à 8 heures, répondit-elle, enlaçant son bras au sien. « Tu devrais te changer et te reposer un peu avant. » Son regard se posa brièvement sur Élodie. « Quoique j'imagine que mademoiselle Martin peut continuer ceci seule. C'est son travail, après tout. » Le commentaire, délibérément méprisant, fit se tendre Élodie. Mais avant qu'elle ne puisse répondre,
Mathieu se dégagea doucement de l'emprise de Juliette. « Nous devrons annuler le dîner, dit-il fermement. Ceci est important et j'ai besoin d'être ici. » La surprise sur le visage de Juliette fut presque comique. « Annuler » répéta-t-elle incrédule. « Pour de vieux papiers poussiéreux ? Pour la justice » corrigea-t-il. « Je t'expliquerai plus tard. » La tension dans le grenier était palpable. Juliette regarda alternativement Mathieu et Élodie, une compréhension graduelle se dessinant sur son visage. « Je vois, dit-elle finalement, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « La justice, bien sûr. » Elle fit demi-tour et sortit avec la même élégance avec laquelle elle était entrée, mais non sans lancer un dernier regard chargé de signification à Élodie. Quand le bruit de ses talons s'évanouit, Élodie relâcha l'air qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. « Tu n'avais pas à annuler ton dîner pour ça, dit-elle, se sentant coupable. « Nous pouvons continuer demain. » Mathieu secoua la tête. « Je ne suis pas ici par obligation, Élodie, répondit-il se rasseyant près d'elle. « Je suis ici parce que je veux être ici, parce que c'est plus important qu'un dîner dans un restaurant prétentieux. » Ses yeux bleus la regardaient avec une telle intensité qu'elle dut détourner le regard. « De plus, ajouta-t-il à voix plus basse, je préfère être avec toi qu'avec elle. » Les mots restèrent suspendus entre eux, chargés d'implications qu'aucun n'osait explorer complètement. Élodie sentit son cœur s'accélérer, mais se força à garder son sang-froid. Elle ne pouvait pas se permettre de se faire des illusions, pas une nouvelle fois, pas avec quelqu'un comme Mathieu Durand. « Nous devrions continuer à travailler, » dit-elle finalement, prenant une autre boîte. « Il y a encore beaucoup à examiner. » Il l'observa un moment de plus avant d'acquiescer et de revenir au document. Mais quelque chose avait changé. Une porte s'était ouverte entre eux et Élodie n'était pas sûre de vouloir savoir ce qu'il y avait de l'autre côté. L'aube filtrait à travers les rideaux du petit appartement d'Élodie. Assise à sa table de cuisine, une tasse de café entre les mains, elle repassait mentalement le plan pour cette journée. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la découverte dans le grenier. 3 semaines d'enquête intense, de collecte de preuves, de préparation de leur dossier contre Madame Beaumont. Et aujourd'hui était le jour où tout culminerait. Mathieu avait organisé une réunion du conseil d'administration de la fondation. Ils y présenteraient toutes les preuves, les documents trouvés dans le grenier, les registres financiers qui montrèrent le schéma de détournement de fonds pendant plus de 15 ans, le carnet de sa mère, et même une déclaration sous serment du jeune assistant comptable qui avait avoué sa participation en échange d'une promesse de clémence. Mais pour Élodie, le plus important n'était pas l'exposition de Madame Beaumont, c'était l'opportunité de laver publiquement le nom de sa mère, devant les mêmes personnes qui l'avaient jugée et condamnée des années auparavant. Le son de la sonnette l'arracha à ses pensées. C'était trop tôt pour des visites. Confuse, elle s'approcha de la porte et regarda par le judas. Son cœur fit un bond quand elle reconnut Mathieu Durand, vêtu d'un costume gris foncé et tenant ce qui semblait être une boîte de pâtisserie. Elle ouvrit la porte, consciente qu'elle ne portait qu'une chemise de nuit et une robe de chambre. « Mathieu !» Elle ne put cacher sa surprise. « Que fais-tu ici si tôt ?» Il parut momentanément déconcerté, comme s'il n'était pas sûr lui-même de la raison pour laquelle il était apparu à sa porte à l'aube. « J'ai pensé que nous pourrions petit déjeuner ensemble avant la réunion, » répondit-il finalement montrant la boîte. « J'ai apporté des viennoiseries de la boulangerie que tu as mentionnées l'autre jour. » Élodie ne put s'empêcher de sourire. Ces dernières semaines, ils avaient passé tellement de temps ensemble qu'ils avaient développé une familiarité inattendue. Ils partagèrent des repas tout en travaillant, parlaient de leur vie, de leurs rêves. Parfois, elle oubliait qui ils étaient réellement. Lui, l'un des hommes d'affaires les plus puissants de France. Elle, une ancienne femme de ménage qui travaillait maintenant à l'organisation d'événements au manoir, un poste que Mathieu avait insisté pour créer spécialement pour elle. « Entre, dit-elle, s'écartant. Mais je te préviens que ce n'est pas aussi ordonné que le manoir. » Mathieu entra, observant avec curiosité le petit appartement. C'était un espace modeste mais accueillant, avec des meubles simples et des touches personnelles, des photographies de famille, de petites plantes, des livres empilés dans les coins. « J'aime bien », déclara-t-il avec sincérité. « On sent que c'est un foyer. » Cette observation, si simple et honnête, toucha quelque chose en Élodie. Le manoir Durand, avec tout son luxe et son confort, n'avait jamais eu cette chaleur, cette sensation d'appartenance. « Merci », répondit-elle, se dirigeant vers la cuisine. « Un café ?» Pendant qu'elle préparait une autre tasse, Mathieu plaça les viennoiseries sur une assiette qu'il trouva dans l'égouttoir. C'était étrange de le voir dans un environnement si domestique, accomplissant une tâche si banale. Et pourtant, il semblait parfaitement s'y intégrer, comme s'il avait été là auparavant, comme s'il appartenait à cet espace, à sa vie. Ils s'assirent à table, l'un en face de l'autre, partageant les viennoiseries dans un silence confortable. Par la fenêtre, Lyon commençait à s'éveiller, les premiers rayons de soleil dorant les bâtiments. « Tu es nerveuse ?» demanda finalement Mathieu. Élodie réfléchit à la question. « Un peu », admit-elle. « Pas pour moi, mais pour ce que cela signifiera pour la mémoire de ma mère, pour mon frère, qui ne sait encore rien de tout cela. » Elle avait décidé d'attendre que tout soit résolu avant de raconter à Thomas la vérité sur leur mère. Elle ne voulait pas lui donner des espoirs qui pourraient s'évanouir. « Tout se passera bien », assura Mathieu,
couvrant sa main de la sienne. Les preuves sont irréfutables. Élodie acquiesça, mais quelque chose d'autre la préoccupait, quelque chose qu'elle n'osait pas exprimer à voix haute. Que se passerait-il après? Une fois la situation résolue, une fois le nom de sa mère lavé, que resterait-il entre eux? Redeviendraient-ils ce qu'ils étaient avant, patron et employé, séparés par un abîme de classe et de circonstances? Comme s'il lisait dans ses pensées, Mathieu serra légèrement sa main. « Il y a quelque chose dont je veux te parler, » dit-il d'un ton sérieux. « Quelque chose d'important. » Élodie retint sa respiration, craignant et espérant à la fois ce qu'il pourrait dire ensuite. « Élodie, ces semaines à travailler ensemble ont été... » Il s'arrêta, cherchant les mots appropriés. « Différentes de tout ce que j'ai connu. Tu es différente de toute personne que j'ai connue. » Ses yeux bleus la regardaient avec une intensité qui rendait la respiration difficile. « Ce que j'essaye de dire, c'est que je crois que je tombe amoureux de toi. » Les mots tombèrent entre eux comme une pierre dans un étang, créant des ondulations qui menaçaient de tout bouleverser sur leur passage. Élodie sentit son cœur s'arrêter, puis recommencer à battre avec une force redoublée. « Non » fut la première chose qu'elle parvint à articuler. L'expression de Mathieu se transforma en confusion et douleur. « Non » répéta-t-il. Élodie retira sa main, ayant besoin de distance physique pour ordonner ses pensées. « Tu ne peux pas être amoureux de moi, » dit-elle finalement. « Tu ne me connais pas vraiment. Tu n'as vu qu'une version de moi dans un contexte spécifique, dans des circonstances extraordinaires. » Elle se leva, incapable de rester assise. « De plus, il y a Juliette, » continua-t-elle. « Vous avez une histoire, vous appartenez au même monde. » Mathieu se leva également, la frustration évidente sur son visage. « Juliette et moi avons rompu il y a une semaine, » révéla-t-il. « Et quant à ne pas te connaître, Élodie, je t'ai vue sous pression, je t'ai vue triste, heureuse, déterminée, vulnérable. J'ai vu comment tu traites les autres, comment tu défends ce en quoi tu crois. Que me faut-il connaître de plus ?» Élodie secoua la tête, les larmes menaçant de déborder. « Tu sais ce que je veux dire, Mathieu. Nos mondes sont trop différents. Tu es un Durand. Je suis la fille d'une cuisinière accusée de vol. Peu importe qu'elle ait été innocente. Dans ton cercle social, ces choses comptent. Je me fiche de mon cercle social, répondit-il avec passion. Je me fiche de ce que disent les autres. C'est toi qui m'importe. Il fit un pas vers elle, mais Élodie recula. Tu dis ça maintenant, insista-t-elle. Mais qu'arrivera-t-il dans 6 mois, dans 1 an, quand la nouveauté sera passée, quand tu devras expliquer lors de tes dîners d'affaires pourquoi tu es avec quelqu'un comme moi? Quand ta famille et tes amis commenceront à te questionner. Les mots jaillissaient d'un endroit profond en elle, un endroit où résidaient toutes ses insécurités, toutes ses peurs. J'ai déjà vécu cela avant, Mathieu. Je suis tombée amoureuse de quelqu'un de ton monde. Quelqu'un qui a juré que rien d'autre n'importait. Et à la fin, tout le reste a importé. Mathieu la regarda avec un mélange de compréhension et de détermination. « Je ne suis pas lui, » dit-il doucement. « Je ne suis pas celui qui t'a blessé dans le passé. Je sais, » admit-elle. « Tu es bien meilleur que Nicolas ne l'a jamais été. Et c'est précisément pourquoi je ne peux pas te laisser ruiner ta vie pour une impulsion, pour une confusion émotionnelle produite par ces semaines si intenses. » Mathieu secoua la tête, sa frustration grandissant. « Pourquoi est-ce si difficile pour toi de croire que je pourrais vraiment t'aimer, que je pourrais te choisir, toi, plutôt que n'importe qui d'autre, peu importe son statut social ou son nom de famille? » La question frappa Élodie comme un coup de poing dans l'estomac. Pourquoi était-ce si difficile à croire? Parce que toute sa vie, elle avait appris que les personnes comme elle avaient une place, et cette place n'était pas aux côtés de quelqu'un comme Mathieu Durand. « Parce que ça n'a pas de sens, » murmura-t-elle finalement. « Tu pourrais avoir n'importe qui, Juliette, n'importe quelle femme de ton cercle. » Mathieu réduisit la distance entre eux, prenant son visage entre ses mains avec une infinie tendresse. « Mais je ne veux pas n'importe qui, » dit-il, sa voix à peine audible. « C'est toi que je veux, avec tes peurs, tes doutes, ton passé. C'est toi que je veux, Élodie Martin, la femme qui m'a appris à voir ce qui compte vraiment. » Et avant qu'elle ne puisse répondre, avant qu'elle ne puisse trouver plus de raison de refuser d'y croire, ses lèvres étaient sur les siennes, un baiser doux, presque craintif, comme s'il lui demandait silencieusement si c'était bien, si elle le voulait aussi. Et Dieu, comme elle le voulait. Toutes ses défenses, tous ses doutes semblaient fondre sous la chaleur de ce baiser. Ses mains trouvèrent le chemin vers ses cheveux, l'attirant plus près, approfondissant le contact. Elle sentit ses bras l'entourer, la tenant comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respiraient rapidement, leurs fronts unis, leurs regards entrelacés. « J'ai peur, » confessa Élodie. « Peur de te croire, de faire confiance, de me faire des illusions. Parce que si ça ne marche pas, je ne sais pas si je pourrais m'en remettre. » Mathieu caressa sa joue avec son pouce, séchant une larme qu'elle ne savait pas avoir versée. « J'ai peur aussi, » admit-il. « Mais je crois que certaines choses en valent la peine, même avec la peur. » Surtout avec la peur, parce que si nous ne risquons rien, nous ne gagnons jamais rien. Cette histoire vous captive-t-elle? Êtes-vous impatient de découvrir si Élodie et Mathieu pourront surmonter les préjugés de la société? Laissez un commentaire avec votre ville et abonnez-vous pour suivre la fin de cette aventure romanesque. Élodie ferma les yeux,
laissant ses paroles pénétrer toutes ses défenses. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, elle sentait qu'elle voyait le vrai Mathieu, pas le puissant homme d'affaires, pas le maître du manoir, mais l'homme vulnérable, imparfait et courageux qui se cachait derrière cette façade. « Je ne te promets pas que ce sera facile, » continua-t-il. « Il y aura des obstacles, des préjugés, des moments difficiles, mais je te promets que je lutterai pour cela, pour nous, chaque jour, si tu es prête à essayer. » Élodie ouvrit les yeux, rencontrant son regard bleu, maintenant si clair et honnête comme elle ne l'avait jamais vu auparavant. Et à ce moment, elle prit une décision. La décision de croire, de faire confiance, de risquer. « Je suis prête, » murmura-t-elle, et elle vit son visage s'illuminer d'un sourire qui transformait complètement ses traits. « Mais j'ai une condition. » Mathieu haussa un sourcil. Intrigué. « Laquelle ? » « Que jamais, sous aucune circonstance, tu ne laisses l'orgueil ou le statut s'interposer entre nous, dit-elle fermement. « Que toujours, tu me parles avec la vérité, même quand elle est douloureuse. »« Je le promets, » répondit-il sans hésiter. « Et toi ? » ?»« Je promets de toujours me rappeler que je vaux assez pour être à tes côtés, » dit Élodie. « Pas comme l'employée, pas comme l'organisatrice d'événements, mais comme ton égale, comme ta compagne. » Ils scellèrent leur promesse par un autre baiser, plus profond et plus sûr que le premier. Un baiser qui parlait non seulement de désir, mais de respect, de confiance, d'un avenir partagé. Quand l'horloge indiqua l'heure de se rendre à la réunion, tous deux savaient qu'ils affronteraient cette journée non seulement comme des alliés dans la quête de justice pour Marie Martin, mais comme quelque chose de plus, quelque chose de nouveau et de beau qui commençait à peine à fleurir. La salle du conseil de la Fondation Durand n'avait jamais été aussi tendue. Autour de la longue table en chêne, les membres du conseil d'administration écoutaient dans un silence absolu, tandis que Mathieu Durand présentait, point par point, l'épreuve contre Madame Beaumont. Élodie se tenait debout près de lui, tenant le carnet de sa mère. Quand vint son tour de parler, sa voix ne trembla pas. Elle raconta l'histoire de Marie Martin, de son intégrité, de comment elle avait découvert la fraude et avait payé un prix terrible pour cela. « Ma mère est morte en croyant que personne ne l'écouterait, » conclut-elle, regardant chacun des présents, que sa parole ne valait rien face à celle de quelqu'un avec plus de pouvoir, plus de relations. Aujourd'hui, je vous demande de prouver qu'elle avait tort, que la justice ne fait pas de distinction entre les noms de famille ou les comptes bancaires. Quand elle termina, un silence sépulcral régna dans la salle. Puis, lentement, Hélène Durand, la tante de Mathieu et présidente honoraire de la Fondation, se leva. C'était une femme élégante d'une 60aine d'années, avec le même bleu intense dans les yeux que son neveu. « Mademoiselle Martin, » commença-t-elle, sa voix chargée d'émotion. « Je ne peux exprimer à quel point je regrette profondément ce qui est arrivé à votre mère. C'est moi qui ai signé sa lettre de licenciement, me basant sur des preuves que je sais maintenant avoir été fabriquées. C'est une culpabilité que je porterai toujours. » Elle s'approcha d'Élodie et à la surprise de tous prit ses mains entre les siennes. « Mais aujourd'hui, grâce à votre courage et à la détermination de mon neveu, nous pouvons commencer à réparer cette erreur. Au nom de la Fondation Durand et de la famille, je vous offre nos plus sincères excuses et je vous promets que justice sera faite non seulement pour votre mère, mais pour tous les enfants et communautés qui ont été privés des ressources qui leur étaient destinées. » Élodie sentit les larmes couler librement sur ses joues. Pour la première fois depuis des semaines, c'étaient des larmes de soulagement, de clôture, de paix. Le reste de la réunion se déroula comme dans un rêve. Des décisions unanimes furent prises. Madame Beaumont serait dénoncée aux autorités. Une bourse d'études au nom de Marie Martin serait établie pour les enfants de communautés vulnérables et un acte public serait organisé pour laver officiellement son nom. Quand tout fut terminé, Élodie et Mathieu marchèrent ensemble vers le parking. Le ciel de Lyon était clair, d'un bleu profond qui rappelait les yeux de Mathieu. « Comment te sens-tu » demanda-t-il, entrelaçant ses doigts avec les siens. Élodie regarda vers l'horizon, respirant profondément. « En paix », répondit-elle, comme si je pouvais enfin fermer un chapitre et en commencer un autre. Mathieu sourit, serrant doucement sa main. « J'aime comment ça sonne, un nouveau chapitre. » Ils s'arrêtèrent près de sa voiture, mais au lieu d'ouvrir la porte, Mathieu se tourna vers elle. « Il y a autre chose que je veux te dire, » commença-t-il, soudainement sérieux. Élodie sentit un nœud dans l'estomac. S'était-il déjà ravisé? Avait-il reconsidéré tout ce qu'il avait dit ce matin? « Sophie m'a parlé de ton rêve, » continua-t-il, « du café que tu as toujours voulu ouvrir. » Élodie cligna des yeux, surprise par ce tournant de la conversation. « Sophie t'a parlé de ça ?» Il acquiesça. « Elle m'a dit qu'avant tout ce qui s'est passé avec Nicolas, tu étudiais le design, que tu as toujours voulu avoir ton propre espace, un lieu qui combinerait ton amour du café et de l'art. » C'était vrai. Ça avait été son rêve le plus précieux, un rêve qu'elle avait abandonné quand elle avait quitté ses études pour suivre Nicolas et qu'elle n'avait jamais repris, convaincue que ce n'était plus possible. « Pourquoi t'a-t-elle raconté ça ?» demanda-t-elle, toujours confuse. Mathieu sortit une enveloppe de la poche intérieure de sa veste et la lui
lui tendit. « Ouvre-la » demanda-t-il avec un sourire énigmatique. D'une main tremblante, Élodie ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait des documents légaux qu'elle ne comprit pas au début. Mais à mesure qu'elle lisait, ses yeux s'ouvraient de plus en plus. Elle ne put terminer sa question. Un local dans le quartier de la Croix-Rousse, confirma Mathieu, dans la zone culturelle entourée de galeries et de théâtres, et un prêt d'investissement initial, avec des conditions très favorables. Élodie le regarda, incapable de traiter ce qui se passait. « Mais pourquoi ?»« Parce que je crois en toi. » répondit-il simplement. « Parce que je sais que tu as du talent, de la vision et de la détermination, et parce que je veux faire partie de ton rêve, non pas comme un bienfaiteur, mais comme un associé, si tu le veux. » Élodie regarda les documents, puis Mathieu, les émotions débordant en elle. Il y avait quelque chose de profondément significatif dans son geste. Il ne lui offrait pas la charité ou un cadeau, mais une opportunité. Une opportunité basée sur la confiance en ses capacités, en sa valeur en tant que personne et professionnelle. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle, submergée. « C'est bien plus que ce que j'aurais imaginé possible. » Mathieu prit doucement son visage entre ses mains. « Dis-moi que tu vas essayer. » demanda-t-il, « que tu donneras une chance à ce rêve, que tu nous donneras une chance. » Et à ce moment, sous le ciel bleu de Lyon, Élodie sentit que toutes les pièces de sa vie s'emboîtaient enfin. La douleur, les pertes, les luttes, tout l'avait conduite à cet instant précis. « Oui !» répondit-elle, avec un sourire qui illumina son visage. « À tout, au café, à nous, à ce nouveau chapitre. » Mathieu l'embrassa alors, un baiser qui scellait des promesses et ouvrait des possibilités, qui parlait d'un avenir construit sur la vérité, le respect et la confiance mutuelle. 6 mois plus tard, l'arôme du café fraîchement moulu se mêlait à celui des viennoiseries au four. La lumière du matin filtrait à travers les grandes fenêtres de Racine, le café qu'Élodie et Sophie avaient inauguré 3 mois plus tôt au cœur du quartier culturel de la Croix-Rousse. L'espace, conçu par Élodie elle-même, combinait des éléments rustiques avec des touches modernes, murs de briques apparentes, tables en bois récupérées, œuvres d'artistes locaux sur les murs. Dans un coin, une petite exposition photographique montrait des images de Marseille, un hommage aux origines d'Élodie et à la mémoire de sa mère. Depuis l'inauguration, Racine était rapidement devenu un point de rencontre pour les artistes, étudiants et professionnels du quartier. Les recettes de bouillabaisse et de chocolat marseillais, héritées de Marie Martin, étaient déjà célèbres dans la région. Élodie arrangeait des fleurs fraîches sur les tables, tandis que Sophie préparait le comptoir pour la journée. La porte s'ouvrit, laissant entrer une brise fraîche avec Thomas, le frère d'Élodie, qui travaillait maintenant comme barista tout en terminant ses études universitaires. « Bonjour » salua-t-il joyeusement, accrochant sa veste. « L'envoi de café de Bretagne est-il déjà arrivé ?» Élodie acquiesça, souriant en voyant l'enthousiasme de son frère. Depuis qu'elle lui avait raconté toute la vérité sur leur mère, depuis qu'ensemble ils avaient assisté à la cérémonie publique où le nom de Marie Martin avait été officiellement lavé, Thomas semblait avoir trouvé un nouveau but. Il s'était plongé dans le monde du café, déterminé à honorer l'héritage culinaire de sa mère à sa manière. La clochette de la porte sonna à nouveau. Cette fois, ce fut Mathieu qui entra, habillé décontracté en jeans et chemise bleue. Bien qu'il continue à diriger Durand Immobilier, il avait adopté un style plus détendu ces derniers mois, surtout quand il visitait le café. Ses yeux trouvèrent immédiatement ceux d'Élodie, s'illuminant de cette chaleur spéciale qu'il réservait uniquement à elle. Il s'approcha, saluant Sophie et Thomas en chemin, et déposa un doux baiser sur ses lèvres. « Bonjour » murmura-t-il contre sa bouche. « J'ai apporté quelque chose pour toi. » Il lui tendit un petit paquet enveloppé dans du papier artisanal. À l'intérieur se trouvait un carnet en cuir, similaire au carnet que sa mère avait utilisé pour documenter la fraude des années auparavant. « Pour tes nouvelles recettes » expliqua-t-il, « pour que tu continues à construire ton propre héritage. » Élodie caressa la couverture du carnet, profondément émue par cette attention. C'était si typique de Mathieu, un cadeau avec une signification qui reliait son passé à son avenir. « Merci » dit-elle simplement, mais ses yeux exprimaient bien plus. Ils s'assirent à une table près de la fenêtre, comme ils le faisaient presque tous les matins avant que Mathieu ne se dirige vers son bureau. C'était leur rituel, leur moment de connexion au milieu de leurs vies occupées. « Nerveux pour le gala de ce soir ?» demanda Élodie, lui servant une tasse du café spécial du jour. La Fondation Durand célébrerait son événement annuel, le premier depuis que le scandale de Madame Beaumont avait été rendu public. La femme faisait maintenant face à des accusations légales, tandis que la Fondation travaillait à restaurer sa réputation sous la direction conjointe de Mathieu et de sa tante Hélène. « Un peu » admit-il. « C'est important que tout se passe bien, que les gens voient que nous avons appris de nos erreurs passées. » Élodie acquiesça, comprenant la pression qu'il ressentait. Elle l'avait aidé à réorganiser la fondation, apportant sa perspective unique en tant que personne qui connaissait les deux côtés de la médaille, le besoin
et le privilège. Tout ira bien, assura-t-elle, serrant sa main sur la table. La nouvelle structure de transparence que vous avez mise en place est impressionnante, et les projets pour cette année feront vraiment la différence dans les communautés. Mathieu la regarda avec admiration. C'était Élodie, toujours trouvant le côté positif, toujours le poussant à être meilleur. Tu sais ce qui est le plus curieux, commenta-t-il, prenant une gorgée de café. Quand je t'ai vu pour la première fois, en train de nettoyer ce sol en marbre, je n'aurais jamais imaginé que tu changerais ma vie de cette façon. Élodie sourit, se rappelant cette première rencontre, la chute, les paroles énigmatiques. Tu es la seule personne dans cette maison qui voit vraiment ce qui est sale, cita-t-elle. Je n'ai jamais complètement compris ce que tu voulais dire par là. Mathieu réfléchit un moment avant de répondre. Je crois que même alors, inconsciemment, j'ai reconnu quelque chose en toi. Une authenticité, une capacité à voir au-delà des apparences. Il fit une pause. Ce matin-là, avant de trébucher, j'avais examiné les rapports financiers, remarquant de nouvelles incohérences. J'étais frustré, me sentant seul dans mon soupçon que quelque chose n'allait pas. Et puis je t'ai vue si méticuleuse, si dévouée à ton travail, si sincère. C'était comme un contraste révélateur. Élodie n'avait jamais entendu cette explication, et elle en fut profondément touchée. C'était comme si, d'une certaine manière, ils étaient destinés à se rencontrer, à s'aider mutuellement à guérir d'anciennes blessures. « Et tu m'as aidé à voir ce qui était propre, » répondit-elle. « À me rappeler que je vaux plus que ce qu'on m'avait fait croire, que je mérite de bonnes choses dans ma vie. » Ils se regardèrent à travers la table, dans cette compréhension silencieuse qu'ils avaient développée avec le temps. Ça n'avait pas été un chemin facile. Ils avaient affronté des critiques, des regards désapprobateurs, des commentaires malveillants sur leurs origines différentes. Mais chaque obstacle n'avait fait que renforcer leur détermination à construire quelque chose de réel, fondé sur le respect mutuel et l'honnêteté. Le téléphone d'Élodie sonna, lui rappelant qu'elle avait une réunion avec un fournisseur local de chocolat. Elle se leva, mais avant de partir, Mathieu retint doucement sa main. « Élodie, il y avait une lueur spéciale dans ses yeux bleus. Dis non ce soir, après le gala. Il y a quelque chose d'important que je veux te demander. » Le cœur d'Élodie fit un bond. Elle avait remarqué que Mathieu était particulièrement pensif ces derniers jours, gardant ce qui semblait être un doux secret. « Bien sûr, » répondit-elle, se penchant pour l'embrasser. « Nous avons toute la vie pour discuter. » Et tandis qu'elle s'éloignait pour s'occuper de ses responsabilités, Élodie Martin ressentit une certitude absolue. Peu importait ce que l'avenir leur réservait, ils affronteraient chaque défi ensemble, avec la force qui naît de l'amour véritable et de la dignité retrouvée. Car tous deux avaient appris la leçon la plus précieuse, que la vraie valeur d'une personne ne réside pas dans son nom de famille ou son compte bancaire, mais dans l'intégrité avec laquelle elle affronte la vie, dans sa capacité à voir au-delà des apparences, dans le courage de nettoyer non seulement les sols, mais aussi le cœur de tout ce qui le salit. Et dans la poche de son tablier, le petit carnet en cuir promettait de nouveaux départs, de nouvelles recettes, de nouvelles histoires à écrire, des pages blanches attendant d'être remplies avec les mots de son propre destin, un destin qu'elle-même avait aidé à construire, pas à pas avec vérité, sacrifice et courage. Merci de m'avoir accompagné dans cette histoire d'amour et de dépassement de soi. Si vous avez aimé cette romance entre Élodie et Mathieu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne pas manquer mes prochaines histoires. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville et de quel pays vous nous lisez. Aimeriez-vous que j'écrive une histoire sur un thème particulier? Laissez-moi vos suggestions. À bientôt.